Alors bonjour à tous. On va pouvoir démarrer cette conférence de la Fédération hospitalière de France. Merci à tous de nous avoir rejoints. Alors un sujet, je dirais, important pour la Fédération. C'est vrai, vous savez, la Fédération travaille beaucoup sur les sujets d'attractivité, de fidélisation. Évidemment, c'est un des sujets de ressources humaines les plus cruciaux pour les établissements de santé que nous gérons. Et je dirais, ces actions, fidélisation, attractivité, nous les menons au quotidien, à la fois sur les projets que nous pouvons défendre. La plateforme présidentielle de la Fédération hospitalière de France, Ambition 2022, rappelait un certain nombre de propositions. Et puis, même à travers nos actions, je dirais notamment dans le cadre du Ségur de la santé et des travaux que nous avons menés, on a pu, je dirais, faire de l'attractivité et de la fidélisation des enjeux clé de la manière dont on pensait l'avenir des ressources humaines, médicales et non médicales. Mais alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose de peut-être un peu plus prospectif, mais qui rejoint ce sujet-là, mais qui est peut-être un peu avant cette phase de recrutement concret dans les établissements. Plus prospectif, je disais, c'est d'une part qui on recrute, et aussi pour faire quoi, et puis être sur cet enjeu de moyen terme, qui est celui de la démographie des professionnels et l'évolution des métiers, qui sont, à notre sens, un sujet évidemment important pour la France, mais qui s'inscrit aussi dans un espace européen dans lequel les professionnels peuvent bouger, dans lequel on peut aussi attirer, pour ce qui est de nos établissements et notre système de santé, des professionnels. Et donc avec moi, pour discuter de ce sujet, trois experts qui ont, par leurs actions ou par leur production récente, l'animation de groupes de travail, de rapports, travailler ces enjeux de démographie de professionnels et qui vont nous partager leur expérience et leur vision de ces sujets clés. Alors je disais trois experts, le professeur Emmanuel Touzé, qui est doyen de l'UFR de santé de l'université Caen-Normandie et qui est également président de l'Observatoire national des professionnels de santé, qui a notamment du coup piloté un travail important en 2021, je dirais peut-être même probablement avant, parce que je crois que ça avait commencé les travaux avant 2021, pour définir un certain nombre de clés de mise en formation et de nombre de professionnels à former. Il nous expliquera ses travaux. Le professeur Nicodème, qui est membre du Conseil national de l'Ordre des médecins et qui est président de la commission FMC et qui pourra nous faire part de son rôle au sein du Conseil national de l'Ordre des médecins, mais aussi notamment sur ces questions de régulation de la formation et de je dirais, l'arrivée ou l'exercice médical en France, parce qu'il n'y a pas qu'une question d'arrivée, une question d'exercice médical. Et puis, Madame Sando Gruber, qui est inspectrice générale des affaires sociales et qui a notamment participé à la rédaction. Alors, je crois qu'on n'a pas de chef de mission, mais vous étiez l'une des rapporteurs de la mission Trajectoire pour de nouveaux partages de compétences entre professionnels de santé, qui a été publié au début de cette année. Alors, je proposerais, pour commencer... Ah oui, peut-être petite précision, on a prévu un petit temps de propos liminaires qui permettront à chacun de poser un peu leurs réflexions. Et puis après, à la fois un petit échange de petites discussions, table ronde. Et puis aussi, également vous, dans le public, si vous souhaitez poser des questions, évidemment, ce sera possible et même intéressant, je pense, pour enrichir nos discussions. Et donc, du coup, je propose au professeur Emmanuel Touzé de pouvoir commencer à poser les bases de ce sujet que nous allons parcourir ensemble pendant cette prochaine heure. Merci beaucoup pour l'invitation et l'introduction. Je vais donc vous présenter la réflexion qui a été menée sur les professions médicales et on pourra élargir bien sûr plus tard dans la table ronde comment faire pour les autres professions, puisque en 2019, la loi nous a demandé de changer nos modalités d'admission des étudiants en études médicales, donc les 4 professions, médecin, chirurgien dentiste, pharmacien et sage-femme, avec la suppression à la fois du système de la PACES, mais je ne vais pas détailler ça, je n'ai pas de diapo, et la suppression du numerus clausus. Donc,
depuis les années 70, nous avions un dispositif de régulation des entrées dans les études médicales qui s'appelait le numerus clausus, qui avait été défini au tout départ pour essayer de limiter un peu les entrées en études. Il y avait trop d'étudiants qui rentraient notamment dans les études de médecine et ça dépassait les capacités de formation des facultés. Et donc le numerus clausus a été introduit d'abord assez timidement. On n'a pas osé parler de sélection et puis finalement ça s'est imposé. Et la réflexion était surtout autour des capacités de formation, avec aussi déjà la crainte de former trop de médecins qui risquaient de consommer du soin et puis de peut-être ne pas avoir de travail. Progressivement, la notion de besoin de santé s'est fait sentir comme importante pour essayer de réfléchir aux besoins de médecins. Et c'est à partir de 1979 qu'on a introduit la notion de besoin dans les textes, mais sans réellement dire comment il fallait faire. Et puis surtout, il n'y a pas eu vraiment de travaux très approfondis pour essayer de régler ça. Ce qui fait qu'il y avait une sorte de reconduction. Enfin, on a d'abord beaucoup diminué le numerus clausus, puis après on s'est aperçu qu'il fallait sans doute rectifier le tir. Donc il y a eu une réaugmentation à partir de 2000 environ, mais sans réelle prospective sur ce qui allait se passer. Et puis bon, il y avait plein d'autres inconvénients de ce numerus clausus qui étaient contournés largement par les formations européennes, etc. Et puis il n'y avait pas de concertation non plus tellement avec les territoires. Hein. C'était un peu fixé de façon assez arbitraire entre les UFR, un peu, les ARS pouvaient participer un peu, mais c'était assez descendant. Donc la méthode qui a été proposée donc, par la loi, c'est de réfléchir de façon pluriannuelle, c'est-à-dire de dire bon, dans les 5 ans à venir, combien on va faire entrer en formation de professionnels de santé pour répondre aux besoins de santé qui vont être dans 10 ou 15 ans, compte tenu de la durée de la formation. Et puis l'autre élément, c'est que ce n'est pas un chiffre absolu, c'est en gros une fourchette de nombre d'étudiants qui est fixé et plus un nombre fixé à l'unité près chaque année. Alors ça a été en effet un gros travail puisqu'il nous a été demandé de faire une concertation auprès des territoires et dans chaque région, l'ARS, le directeur général d'ARS avait comme mission de concerter auprès de l'ensemble des acteurs qui pouvaient être concernés par les problématiques de démographie et les facultés, les formations, sur les besoins en prenant en compte les capacités de formation. Et puis à côté de ça, on a eu un travail de concertation nationale auquel un bon nombre d'institutions ont participé, dont l'Ordre, la FHF et plein d'autres organismes, toute institution qui pouvait apporter des éléments contributifs pour la réflexion. On a bien sûr raisonné sur ce qui se faisait d'habitude, c'est-à-dire des éléments de démographie des professionnels de santé, c'est-à-dire des flux d'entrée, des flux de départ, et puis on essaye de faire des projections en imaginant que voilà, si rien ne change, en fonction du nombre d'entrées, on aura tant de professionnels dans tant d'années. Mais on sait bien que le nombre n'est pas le reflet forcément de la couverture des besoins de santé, puisque le système est en pleine évolution. Et donc, on a essayé de prendre en compte d'autres éléments qui ne sont pas des éléments démographiques, mais qui sont des éléments à la fois épidémiologiques, bien sûr, l'accroissement de la population, mais aussi l'évolution des maladies. C'est pas juste, on a plus de personnes, il y en a plus de personnes qui sont vieillissantes, donc il y aura une consommation de soins qui sera plus importante. On a des maladies dont l'incidence augmente, et ça aussi, c'est à prendre en compte dans les besoins. Et dans les besoins, on a aussi étudié des choses comme les besoins qui sont non ou mal couverts. On s'est aperçu que dans certains champs, notamment dans le champ des soins dentaires, il y avait des populations qui étaient mal soignées, où l'accès aux soins était compliqué. Si on ne l'identifie pas, la simple projection démographique ne permettra pas de couvrir les besoins. On a aussi travaillé sur les disparités territoriales et puis surtout, on a essayé de travailler sur l'organisation des soins. Quand je parle d'organisation des soins, c'est non seulement l'organisation des filières de soins, mais c'est aussi comment les professionnels travaillent
entre eux comment se répartissent les missions. Le temps médical de demain ne sera pas le même, les missions ne seront pas les mêmes, peut-être un certain nombre de tâches seront prises par d'autres professionnels de santé. À l'inverse, peut-être que les médecins auront d'autres missions nouvelles, parce qu'il y a des innovations, il y a tout un tas de choses. On a bien sûr travaillé sur les capacités de formation aussi, tout en s'apercevant qu'il n'y avait pas de définition aujourd'hui de ce qu'on disait qu'une bonne la capacité de formation, elle n'est pas définie de façon nationale. Le constat était que tous ces éléments non démographiques, je les appelle comme ça, sont très importants. On peut les mesurer plus ou moins, les quantifier parfois, pour partie, mais de là à pouvoir introduire cet élément dans l'équation qui va faire qu'on va modifier le nombre de professionnels en prenant en compte ces éléments, c'est très compliqué. On reste sur des éléments assez subjectifs, qualitatifs, qui nous disent bah oui, il faudrait plutôt aller vers telle augmentation ou telle stabilité sur les professionnels de santé. Alors, quand on parle de comparaison européenne, il y a quelques pays qui se sont essayés à cet exercice, mais ils ne sont vraiment pas nombreux en Europe. Le modèle le plus abouti, c'est celui qui a été conduit aux Pays-Bas depuis plusieurs années. Et en effet, ils font un peu des projections comme l'adresse le fait avec nous à l'ONDPS. Et ils introduisent une variable, par exemple, ils disent si on a plus d'infirmières de pratique avancée, bah, ça va diminuer de tant de pourcents le temps médical nécessaire et de l'impact en termes de projection, c'est celui-là. Mais ça reste parfois aussi assez arbitraire, même si c'est relativement quantifié. Donc voilà la méthodologie qui est un peu nouvelle, qui a été adoptée pendant la préparation de cette conférence nationale. On voit bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais ça nous a quand même permis de faire des propositions qui ont été acceptées par les ministres, c'est-à-dire de conforter la demande exprimée d'augmenter le nombre de médecins en formation. Nous avons proposé d'augmenter le nombre de chirurgiens dentistes parce qu'il y avait des réels déserts médicaux sur les chirurgiens dentistes, malgré le fait que ce n'est pas forcément remonté des territoires, notamment des facultés. Nous avons proposé une augmentation. Donc ça a été quand même l'impact de la conférence nationale qui n'a pas été simplement d'accepter ce qui a été remonté par les territoires. Et puis une relative stabilité sur la pharmacie et les sages-femmes. Alors bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est figé définitivement pour 5 ans. On suit les choses et on espère bien faire des ajustements en cours de plan quinquennal sur le nombre de professionnels que l'on sera amené à former. Voilà en introduction. Merci beaucoup. Je pense que ça permet déjà de poser un certain nombre d'éléments de réflexion, je crois, qui sont importants. Je ne sais pas, professeur Nicodème, peut-être si vous voulez poursuivre. Je crois que vous avez une présentation, donc il y a aussi vous avez un micro ? Oui. Et il y a aussi la possibilité de faire passer des slides. Je crois que vous avez proposé des petits éléments. C'est allumé. Merci beaucoup. J'ai pas de... Ah, c'est ma présentation. Je croyais que vous me demandiez d'intervenir à propos de ce qu'avait dit monsieur Touzé. Vous pouvez aussi, évidemment, poursuivre à propos de... Si vous voulez commencer à répondre des choses. Je trouve que l'université actuellement a fait un travail extrêmement majeur depuis la réforme du 3e cycle avec le doyen Schlemmer. Doyen Schlemmer. Et les DES, c'est-à-dire les diplômes d'études spécialisées, ceux qui refondent complètement, si vous voulez, le champ d'activité des spécialités et tout. Ils ont été publiés en 2017, ça a été tout refondu. Je veux dire, il faut peu de gens, je ne sais pas si à la FHF, quand on n'est pas dans le monde universitaire, on ne le sait pas, mais il y a eu un travail énorme qui a été fait et je dois dire que ça doit être salué. Et la conférence des doyens, là, on peut vraiment les féliciter. Et c'est une bonne chose. Et ça aide les professionnels. La deuxième chose qu'il y a dans la réforme des études médicales, non seulement il a été revu dans la réforme du 1er et du 2e cycle, la suppression du numerus clausus, un certain nombre de choses, mais aussi
une volonté de modifier le profil des nouveaux étudiants qui vont rentrer dans les études médicales pour leur permettre d'avoir, pour ceux qui n'ont pas les capacités de rapidité pour passer le concours de première année, de pouvoir avoir une voie, une deuxième voie, pas une voie secondaire, une voie différente. Hein, Monsieur Touzé, je crois que on est d'accord, une voie différente pour pouvoir reprendre après les études médicales. Voilà, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et dont tout va se retrouver après dans l'exercice, bien sûr, de la profession. Alors, ce que vous m'avez demandé, voilà, voilà, la mobilité des médecins européens et la reconnaissance des qualifications, c'est ce dont je m'occupe au Conseil national de l'ordre comme président de la section, puisque l'ordre des médecins veille, c'est dans la loi, hein, le principe moralité, probité et compétence. On n'est pas les seuls, mais on l'a nous aussi. Compétence des médecins. Et l'ordre des médecins, c'est le garant de la compétence médicale en France. Et il faut savoir que le garant de cette compétence, c'est une réalité, parce qu'il y a des procédures d'insuffisance professionnelle, par exemple. Bon, c'est des structures dans lesquelles interviennent des médecins, mais aussi des magistrats. Un médecin peut être interdit, s'il n'est pas compétent, peut être interdit d'exercer. Donc, je veux dire, et bientôt, la recertification dans les années futures. Et au passage, vous avez parlé des Pays-Bas, mais les Pays-Bas sont moteurs en Europe dans cette dynamisme, puisque chez eux, lorsque vous avez votre diplôme, vous avez une licence pour, je crois que c'est 6 ans, je ne sais pas, ou peut-être un peu plus, mais si vous n'avez pas fait le cursus suffisant pendant ces 6 ans, on ne vous renouvelle pas votre licence. Ça veut dire que vous perdez votre emploi. Donc je veux dire qu'il y a des pays où, au niveau, pour les médecins, je parlais, après je ne sais pas pour les autres professions, mais à partir, si vous ne suivez pas les procédures de recertification, vous perdez votre emploi. Donc je veux dire, et en France, nous sommes dans cette voie, et c'est ce qui est en train d'être mis en place. L'inscription à l'ordre des médecins est obligatoire. Alors, quand vous avez un médecin, la première question à lui poser, êtes-vous inscrit à l'ordre? S'il est inscrit à l'ordre, il est en autonomie totale. S'il n'est pas inscrit à l'ordre et qu'il travaille, il est associé, il est autre chose, mais officiellement, il n'a pas le droit de travailler en autonomie et les patients doivent être informés. Voilà. Alors, la compétence médicale, dans l'industrie, la compétence médicale, la compétence, c'est extrêmement facile à définir. C'est un niveau de performance par rapport à un standard. L'industrie aéronautique, moi je suis toulousain, c'est très simple. Hein. Donc, il y a des standards de compétences pour les ingénieurs, pour tout le monde, et il y a le standard, vous êtes à quel niveau par rapport au standard, et c'est très simple. Pour la médecine, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous sommes plutôt sur un ensemble de critères, hein, et qui sont, bien sûr, le champ d'activité. Le champ d'activité et sa pratique régulière, c'est ce qu'il y a dans le DEST, défini dans le DEST, le contenu de la formation et sa durée, le niveau de performance quand il y a un référentiel, mais chez nous, les référentiels n'ont rien à voir avec les standards qu'on peut avoir dans l'aéronautique ou ailleurs. C'est beaucoup plus... ce n'est pas tellement... On ne peut pas avoir de comparaison. Et une évaluation régulière, DPC, certification, qui seront avec aussi, au plan professionnel, la mise en place depuis maintenant 6 ou 7 ans, des conseils nationaux professionnels qui représentent la spécialité, parce que l'université est parfaitement organisée en spécialité. D'ailleurs, l'université travaille qu'en spécialité. Après, il y a d'autres structures, mais c'est par spécialité. La profession n'était pas organisée par spécialité, et maintenant, elle va l'être. Et alors, la culture générale, génie médical, mais ça s'adresse à toutes les professions de santé. Bien sûr, la déontologie, notion de sociologie indispensable pour prendre en place les malades, et bien sûr, connaître la réglementation. Alors, diplôme et exercice. Eh bien, le diplôme, c'est ce qui permet de valider la compétence. On a le diplôme, a priori, on est censé avoir la compétence. Et en France, c'est la maquette de formation, le diplôme d'études spéciales, qui est le seul document qui détermine réglementairement le champ d'activité de la spécialité pour exercer en autonomie totale. Chaque champ d'activité possède un cœur de métier propre à chaque spécialité et une zone plus ou moins vaste de chevauchement avec d'autres spécialités et dans l'avenir avec d'autres professions, je veux dire. Mais
le cœur de métier est important. Si vous voulez placer une prothèse de hanche, il faudrait être chirurgien orthopédique. Il n'y a que les chirurgiens orthopédiques qui peuvent placer une prothèse de hanche. C'est ça, c'est comme ça. Hein, et c'est bien comme ça, parce que ce sont des choses où il faut avoir une compétence, une formation et avoir été validé, bien sûr, sur ce travail. Autre chose, qui est plus ancien, mais c'est bon de le rappeler, l'omnivalence du diplôme n'existe plus de 2004. C'est la mise en place du DES de médecine générale. Jusqu'en 2004, tout médecin pouvait tout faire. Il avait dit, j'ai la formation, je peux le faire. C'était l'omnivalence du diplôme. Et globalement, il y avait 4 grandes notions pour les plus anciens. Il y avait la chirurgie, la médecine, la pédiatrie et la gynéco-obstétrique. Voilà, et on prenait des gardes en médecine, en chirurgie, et voilà. Depuis 2004, on ne peut travailler, que ce soit en urgence ou partout, que dans sa spécialité. Et pour les maladies graves ou complexes, bien sûr, il y a des centres de référence, il y a des structures, beaucoup d'autres choses, comme les réunions de concertation pluridisciplinaires, des choses comme ça, qui assurent la décision médicale pour les maladies complexes et graves. Alors, l'ordre des médecins est le premier interlocuteur des médecins et des partenaires. C'est le guichet unique pour la reconnaissance des qualifications. Ça, c'est l'ordre qui s'en occupe. Que vous ayez un diplôme français, que vous soyez titulaire d'un diplôme français, européen ou extra-européen. Alors, voyons maintenant comment ça se passe. Eh bien, pour les voies de qualification, nous allons y revenir. Il faut savoir qu'il y a 3 voies possibles. La commission nationale placée auprès de l'ordre des médecins, ce sont les médecins qui sont inscrits à l'ordre déjà. Et les 2 autres ne sont pas inscrits à l'ordre. Donc les premiers inscrits à l'ordre, ils ont les commissions nationales de qualification. Et après, ils auront, et c'est une procédure dite de deuxième DES, pour laquelle l'ordre a été favorable, puisque ces procédures ne sont bonnes que pour des spécialités qui sont proches. Un médecin généraliste qui a travaillé en gériatrie, qui fait la spécialité de gériatrie, peut prouver qu'il a été. Mais là, on a beaucoup de demandes en ce moment, par exemple, de biologistes qui veulent faire de la médecine générale. Eh bien, on n'a rien à leur proposer. Le deuxième DES qui est mis en place dans la réforme, d'ailleurs. À partir de 2023. Va le permettre. Nous avons, et les 2 autres procédures, c'est les procédures d'autorisation ministérielle. Et là interviennent la procédure pour les médecins hors Union européenne et les médecins européens. Et il y a aussi, on va voir, c'est très intéressant, la reconnaissance d'un type de spécialité. Commission ordinale, je passe très vite, c'est pour les médecins inscrits à l'ordre, ils doivent prouver qu'ils ont une équivalence, à peu près une équivalence de diplôme, en passant d'autres diplômes, en ayant des attestations, en ayant fait des stages dans des CHU et essentiellement souvent auprès des services, des coordonnateurs de la spécialité. Alors, les procédures d'autorisation ministérielle. Les PAE dont on parle beaucoup, ce sont des médecins qui sont titulaires d'un diplôme hors Union européenne qui permettent l'exercice de la profession dans le pays d'origine. Il faut qu'ils puissent. Donc, et souvent, on demande, nous on l'appelle droits acquis. Il faut qu'ils aient le diplôme, on appelle ça les droits acquis, c'est-à-dire qu'ils puissent nous prouver que dans leur pays, ils ont pu travailler. Et l'idéal, c'est justement qu'ils aient travaillé plusieurs années dans le pays. Donc, c'est le concours par spécialité, c'est la fameuse liste A pour ceux qui connaissent, la fameuse liste A du CNG. Plus après, on leur demande de faire 2 ans dans les hôpitaux sous un statut d'associés, puisqu'ils ne sont pas inscrits à l'ordre. Et ce n'est qu'après, lorsqu'ils ont fait tout leur parcours, ils passent devant la commission du CNG, présidée par maintenant, c'est le CNG qui l'a présidé, le Centre national de gestion, qui la préside, et où les membres de cette commission sont bien sûr tous les membres de la commission de qualification, c'est-à-dire que ce soit pour les Français ou pour les étrangers ou les Européens, c'est toujours globalement par spécialité les mêmes jurys qui interviennent pour avoir une homogénéité dans l'évaluation de la compétence. Quelques dispositifs dérogatoires, la régularisation actuelle. Pour les spécialistes, c'est ceux qui n'ont pas passé la liste C ou qui ont été collés à la liste C plus de 3 fois et qui ont le droit de revenir dans un système de régularisation. C'est la procédure dite stock. Les réfugiés, la liste B, pour ceux qui connaissent, et la protection temporaire. Et pour l'Ukraine, c'est tout à fait particulier actuellement
dans la situation que nous vivons. Le régime général européen, donc là c'est pour les Européens, donc on a vu les diplômes français, les diplômes hors Union européenne, la PAE, et maintenant le régime général européen. Où siège aussi la commission de qualification, c'est les médecins qui sont titulaires d'un type de formation qui est délivré dans un État de l'espace économique européen, mais qui ne correspond pas aux conditions de la reconnaissance. C'est de la procédure dite Dressen. Ce sont des médecins qui ont le droit de travailler dans leur pays, mais la spécialité n'a pas le même champ d'activité que chez nous. On a des spécialités, par exemple, si vous prenez l'urologie en Italie, eh bien l'urologie en Italie, c'est essentiellement médical. Il y a quelques petites interventions, mais les interventions majeures d'urologie sont faites par le chirurgien généraliste en Italie. Donc, quand un urologue va venir travailler en France, on lui dit, écoutez, venez travailler chez nous, mais vous allez quand même passer un an dans un service d'urologie pour apprendre à faire les interventions que l'on fait chez nous. Et la deuxième, c'est intéressant, c'est la procédure Oxman. Alors, la procédure Oxman, c'est le médecin, Oxman d'ailleurs, c'était un Argentin qui a un diplôme argentin, qui travaille en Argentine et qui a fait reconnaître son diplôme en Espagne. Il est allé travailler en Espagne. Et une fois qu'il a travaillé en Espagne, il a voulu migrer. En France. Mais à ce moment-là, si vous voulez, le fait que l'Espagne reconnaisse son diplôme, c'est le problème de l'Espagne. Mais l'Europe a dit, ah non, moi je ne reconnais pas ce diplôme, puisqu'il n'y a pas les critères que nous avons décidés en Europe. Donc, on dit, il peut migrer, mais il faut que chaque pays où il va migrer fasse passer une commission, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas l'ensemble des critères de qualité. Et la dernière, c'est la reconnaissance d'un titre de spécialiste. Alors là, c'est quand même la grande victoire de l'Europe, c'est-à-dire l'automatisme. C'est-à-dire que le médecin, il a son diplôme dans le pays européen, il a la nationalité, bien sûr, européenne, ou l'équivalent, c'est un trajet qui s'est marié avec une européenne et tout, donc, ou qui a la carte verte, il y a un certain nombre de particularités. Eh bien là, vous avez un automatisme. Et je vais vous montrer, mais rapidement. Alors, critères retenus par la Commission européenne, il faut savoir qu'en France, le nombre de spécialités est plutôt inférieur aux autres pays européens. La Commission européenne reconnaît 56 spécialités. Avant, quand les Anglais étaient dans l'Europe, ils en ont beaucoup plus. Ils sont à près de 70 ou quelque chose comme ça. Les Allemands en ont beaucoup. Il y en a qui en ont moins que nous. Mais bon, c'est comme ça. Donc, vous voyez bien, ça explique le Dressen dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisqu'on n'a pas la même chose. Donc, il y a deux choses. L'intitulé, c'est très important l'intitulé de la formation. C'est pour ça qu'on fait très attention dans les DES maintenant, les intitulés des DES, que ça corresponde à ce qui se fait en Europe, et la durée de formation. Alors voilà, ce tableau est important, on l'a mis à jour, vous l'aurez. Et vous voyez que vous avez tout à fait à droite les spécialités qui sont communes à toute l'Europe. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans une de ces spécialités, vous ne passez devant aucune commission. Vous portez votre diplôme tel qu'il a été défini dans un des 27 pays européens. Vous portez vos droits acquis, c'est-à-dire qui dit que vous avez le droit de travailler dans le pays avec ce diplôme, et vous pouvez directement venir vous inscrire dans un département sans passer par le national. Ça, c'est d'une rapidité. Et je l'ai mis là, on l'a mis à jour pour le Conseil national, exprès pour aujourd'hui. Voilà, vous avez toutes les spécialités. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on a souvent des questions sur des demandes, notamment adressées à la Fédération hospitalière de France, pour savoir dans quel cadre un praticien qui a un diplôme, y compris européen, peut venir être recruté dans un établissement français. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de règles. Et que alors le Royaume-Uni, vous pouvez le sortir, on l'a mis parce qu'on l'avait déjà, mais ça... Voilà, donc je vous ai fait un tableau là pour résumer. Vous voyez, 10 ressortissants français, ressortissants européens, ressortissants hors espace économique européen et le diplôme.
rappelez-vous, 2 choses pour l'Europe, puisqu'on est sur l'Europe, le diplôme européen, complètement européen, pas à moitié, complètement européen, hein, comme pour les Français, il doit être complètement français, et la nationalité européenne. Voilà, je passe. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que pour la procédure Oxman, je vous ai dit, c'est l'Argentin qui a fait reconnaître en Espagne. L'Europe est quand même très prudente parce qu'elle demande exceptionnellement que le médecin ait travaillé 3 ans dans son pays. Vous voyez, ce qui n'est pas vrai pour les autres. Ce n'est pas du tout vrai. Le Dressen ou l'automatisme, vous êtes allemand, vous avez votre diplôme en mars, en avril, vous pouvez venir en France. Hein. On reconnaît le diplôme, immédiatement, la formation est parfaitement reconnue. On considère que c'est comme en France. Comme l'Oxman, comme les pays hors Union européenne, on ne connaît pas, on n'a pas vérifié, l'Europe n'a pas vérifié la qualité de la formation et surtout la qualité de l'évaluation qu'il y a eu à la fin du diplôme, on demande une précaution complémentaire. Nous avons fait aussi pour vous ce schéma qui vous montre la reconnaissance automatique en France. On a fait depuis 2019 simplement et 2022. Alors, pour le Royaume-Uni, c'est faux, puisque on s'est arrêté il y a 2 ans, on n'a plus il faudrait que je le marque, ça, mais enfin, je vous le dis. Ne comptez pas le Royaume-Uni, parce que j'ai mis une astérix, et vous voyez qu'essentiellement, c'est la Roumanie et la Belgique, mais vous savez pourquoi, Monsieur Touzé en a parlé tout à l'heure, hein, c'est parce qu'il y a des ressortissants français qui n'ont pas eu le numerus clausus, ils sont allés faire tout leur cursus entier en Roumanie, et dès qu'ils ont le cursus entier, quand il y a la reconnaissance automatique, ils viennent en France, et voilà. Et donc on les retrouve dans ce schéma. Donc ça demande quand même à être interprété. Voilà, et j'avais fait faire un travail, je pense, déjà entre 2009 et 2016. Vous voyez les diplômes français en bleu, et vous voyez que parmi tous les médecins qui travaillent en France, on n'a que 60% de diplômes vraiment DES, quoi, vraiment français. Tous les autres, c'est les commissions de qualification, donc ils sont souvent cédés. Alors, cela aussi, il y a quand même des diplômes français, mais dans les commissions de qualification, il y a aussi, j'ai oublié de vous le dire, et c'est très important, il y a beaucoup de médecins qui, avant, lorsqu'ils venaient en France, à diplôme hors Union européenne, étaient inscrits par défaut en médecine générale. Ils étaient inscrits par défaut en médecine générale, mais en fait, c'était des cardiologues, des chirurgiens et tout. Et on leur disait, non, mais une fois que vous serez inscrits, vous passez par les commissions de qualification. Donc, je veux dire, tout ça, ça demande aussi à être interprété. Je vous ai mis le schéma, mais ça demande à connaître l'histoire, surtout dans ces années. Diplôme qualifiant, vous avez envers la commission d'autorisation d'exercice, et vous avez, plus foncé, le régime général européen, avec Suisse et UE, ainsi que l'automatisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc on voit à travers vos 2 interventions, d'une part qu'il y a une réflexion sur les professionnels à former en France médicaux, et pour répondre à des besoins de santé dont d'une part ne sont pas aujourd'hui couverts, et d'autre part les évolutions qu'on pressent au vu des études qu'on peut faire sur ces évolutions, et que par ailleurs on utilise déjà beaucoup le levier de l'intégration de professionnels qui ont été formés à l'étranger, d'une part dans l'Union européenne ou autre part. Et finalement le constat, et qui était un peu celui que vous aviez mis en lumière dans le cadre de la conférence nationale, c'est que finalement on aura probablement pas suffisamment, avec uniquement les ressources médicales formées en France et éventuellement aussi importées, on pourrait dire, de capacité de répondre à l'ensemble des besoins, d'autant que peut-être certains besoins sont actuellement mal couverts. Et c'est tout l'enjeu du travail que vous avez conduit, votre équipe au sein de l'IGAS, sur la trajectoire et les nouveaux partages de compétences, parce que du coup la question c'est, face à des besoins mal couverts ou pas couverts, quelle réponse concrète on peut apporter en termes d'accès aux soins. Madame Sono-Gruber, je vous en prie. Je vous remercie. Alors je vous remercie de nous donner la possibilité d'exposer ce rapport devant cette audience. C'est un rapport auquel on a apporté beaucoup d'attention à l'IGAS. Donc, nous étions 5 rapporteurs sur ce rapport, Hamid Sihamed, Christine Dotum,
Nicole Boïc et Agnès Josselin étaient avec moi. Ce rapport, il arrive effectivement, c'est pas le premier rapport déjà sur la question. On a quand même eu une multiplicité de rapports depuis le tournant des années 2000 sur les questions du partage des compétences, puisque concrètement, ce qu'on nous a exposé comme situation, c'est-à-dire ce problème de démographie médicale qui touche la France, il ne touche pas que la France, il touche quasiment la totalité des pays occidentaux qui ont une population vieillissante avec des besoins de soins qui augmentent et qui, pour la plupart, n'avaient absolument pas prévu d'avoir une démographie médicale qui répondait à ces besoins-là. Et donc, tous les pays occidentaux ont été confrontés à la même difficulté au tournant des années 2000. Ils ont tous essayé de trouver des solutions. Et donc, il y a des solutions qui se sont structurées petit à petit dans différents pays. Et la France a également commencé cette réflexion. Donc, en 2003, on a eu un premier rapport d'Yvon Berland qui commençait à travailler sur la question des coopérations et qui a débouché sur la mise en place des protocoles de coopération. Et presque 20 ans plus tard, finalement, ces protocoles de coopération sont mis en place. On espère qu'on a enfin levé toutes les difficultés administratives qui vont permettre qu'ils passent véritablement à l'échelle et qu'ils se déploient pleinement. Et puis, on a également une autre modalité qui s'est mise en place de partage de compétences qui s'appelle la pratique avancée, qui est ouverte à toutes les professions paramédicales dans les textes, mais qui actuellement n'est appliquée que pour la profession infirmière. Et qui permet à des professionnels paramédicaux de, au bout de 2 ans d'études, acquérir des compétences supplémentaires pour exercer des tâches plus larges sur, en partie du renouvellement de prescription, en partie également du traitement et du suivi de patients, plutôt dans le domaine des pathologies chroniques. Oui, il y a 5 5 mentions, avec une mention nouvelle-née, la dernière, qui change un petit peu la philosophie pour aller vers des soins aigus, puisque c'est la mention urgence. Donc, une évolution qui s'est faite petit à petit et qui aboutit donc en 2020 à une commande du ministre de la Santé consécutive au Ségur et à une ambition qu'il a posée où il a dit qu'effectivement il fallait accélérer sur le développement des IPA. Et puis également, il fallait étudier une idée qui était apparue dans le rapport Berland de 2011 et qui était l'idée d'une profession de santé intermédiaire. Alors ce terme-là n'était pas très défini et donc on a une commande qui traitait de 4 sujets en réalité. Le bilan des protocoles de coopération, le bilan de la pratique avancée et la question de faut-il rattacher les infirmiers spécialisés à cette pratique avancée, puisque c'était un sujet qui était un peu resté dans l'angle mort au moment où la pratique avancée avait été créée. Et puis cette dernière question qui est, est-ce que ça a un sens de mettre en place une profession de santé intermédiaire? Est-ce qu'elle existe déjà? Bon, voilà. Donc il y avait une question assez ouverte qui nous a donné une grande marge d'appréciation à l'IGAS. Alors, pourquoi on se pose ces questions-là? Il y a le sujet de la démographie médicale, on l'a dit, mais ce n'est pas le seul sujet. Derrière, il y a quand même aussi un champ des professions de santé qui s'est largement diversifié depuis que les cadres juridiques se sont créés petit à petit. Notre système, il repose au départ sur une pierre angulaire qui est le monopole médical qui a été mis en place au XIXe siècle. C'est un système ancien où toutes les professions paramédicales interviennent par dérogation du monopole médical. Et ce champ, il a fortement évolué. Donc à l'époque, on pensait surtout aux infirmiers comme personnes pouvant assister un médecin dans sa pratique. Depuis, on a quand même énormément de professions paramédicales qui se sont développées, qui ont développé chacune des compétences et quelquefois des compétences très extensives. Et on se rend compte que du coup, le champ s'est sérieusement complexifié. Et que même sur le champ du traitement et du diagnostic, on a de plus en plus d'incursions de professionnels paramédicaux qui font soit du pré-diagnostic, soit du post-diagnostic, soit de la précision de traitement ou du complément de traitement. Et donc, le système semble aujourd'hui beaucoup plus flou qu'il n'a pu l'être par le passé. Et puis on a quand même une évolution aussi des demandes de ces professionnels paramédicaux qui se sont structurés en profession et qui souhaitent voir aussi leurs compétences, leurs responsabilités aussi, les responsabilités qu'ils prennent de temps en temps déjà de fait sur le terrain pour de multiples raisons, un peu plus reconnues. Donc je vous ai déjà dressé rapidement
l'historique, effectivement, sous forme un peu de parcours du combattant, mais il ne faut pas le voir comme ça. Je pense qu'en France, on a besoin de temps toujours pour mûrir les sujets complexes. Et donc, sur 20 ans, on voit qu'on a eu de multiples échéances législatives, réglementaires, conventionnelles, qui ont fait évoluer petit à petit la donne. Avec quand même un système, et c'est peut-être l'une des spécificités du système français par rapport à d'autres pays, puisqu'on est dans une perspective un peu européenne, c'est qu'en France, on a un système à multiples étages où la loi est très directive. Et typiquement, dans ce système par exception que je vous décrivais tout à l'heure, tout ce qui n'est pas écrit comme autorisé est interdit aux professionnels paramédicaux, ce qui crée quand même un système un peu difficile à bouger. Et donc, on a travaillé par exception à l'exception sur de multiples échéances. Et ces exceptions aux exceptions, il faut les reproduire à la fois au niveau législatif, au niveau du décret d'acte de ces professionnels-là, mais il faut également que ça trouve ensuite sa place dans les conventions pour les libéraux et puis que ça se mette en place. Et donc, c'est des processus qui sont extrêmement longs. Il faut savoir que beaucoup de professions en fait, ont des décrets très précis sur les actes qui sont... Alors, à faire ou pas faire. Avec une variabilité aussi. Certaines ont des décrets plus qui sont des décrets de compétences et d'autres qui c'est plus des décrets d'actes. Donc on a aussi une variabilité là-dessus. Donc on nous demandait d'évaluer la situation actuelle. Donc je vous donne rapidement les principales remontées qu'on a eues. Dans cette enquête, on a fait, donc on avait un temps assez court, hein, on n'avait que 3-4 mois devant nous pour faire l'étude. On a mené à peu près 80 auditions. On a rencontré plus d'une soixantaine de médecins, près d'une soixantaine d'infirmiers. Donc on a quand même eu un panel assez large de témoignages sur le sujet. Ce qu'on a entendu, c'est que les protocoles de coopération, on a interrogé les ARS aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, on a interrogé des patients. Donc vous voyez, on a essayé d'avoir une approche un peu large. Ce que nous disent les ARS en termes d'efficacité de ces dispositifs-là, et là on a pu le mesurer évidemment que sur les protocoles de coopération qui sont les seuls sur lesquels on a un tout petit peu de recul, c'est que les objectifs qu'on avait fixés à ces dispositifs sont là. Effectivement, on économise du temps médical. Vous voyez sur le protocole Azazé, on augmente la phylactie d'à peu près 10%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Mais ce qu'on a également comme données très intéressantes, et là l'IRDES a fait des études particulièrement intéressantes à lire dessus, c'est qu'on a également une amélioration de la qualité des soins et du suivi des recommandations par les patients. Et ça, c'est vraiment, c'est pas une surprise, mais c'est vraiment un constat fort de ces protocoles de coopération, c'est que quand on se met à plusieurs autour du patient, et ben, au final, le patient est bien mieux soigné aussi. Et donc, on a tout intérêt à développer ce type de coopération. La pratique avancée, on a pour l'instant que les témoignages des précurseurs, hein, de ceux qui se sont déjà lancés dessus. Et là aussi, on a des témoignages très positifs, notamment des jeunes et moins jeunes médecins qui se sont installés avec des IPA et qui nous disent que ça change un peu leur vie, notamment en zone sous-dense où ils ont des vraies difficultés à traiter la totalité de leurs patients. Et puis on voit qu'ils trouvent petit à petit leur complémentarité et leur rôle à chacun, et c'est assez positif. Les patients de leur côté, ils étaient aussi très positifs. Alors on a fait une étude très très restreinte sur les patients, il faudrait confirmer ça par une étude plus sérieuse, voilà. Mais les patients qu'on a interrogés, on a eu à peu près 300 patients qui ont répondu à notre questionnaire, et ces patients à 77% nous disent qu'ils sont favorables à ce qu'il y ait davantage de délégation, davantage de partage de compétences entre les professionnels de santé, et 97%, donc là on est quand même près de l'unanimité, accepterait sans difficulté d'être suivi par une IPA. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution des mentalités. On sort un peu de cette idée du tout médical. En tout cas, on voit que les patients pensent à une équipe, ne pensent plus qu'à un seul médecin qui fait tout. Ils pensent à une équipe autour du médecin. Et ça, c'est vraiment un fait marquant qui ressort de nos études. Maintenant, ces nouveaux partages de compétences, ils ne se font pas forcément facilement non plus dans les faits. Et on a trouvé qu'il fallait prendre un certain nombre de précautions. En tout cas, qu'il y avait des conditions de réussite de ces partages-là. Notamment trois grands domaines de conditions de réussite. Le premier, c'est la confiance mutuelle entre les professionnels. Parce qu'on voit bien que si les professionnels ne se font pas confiance, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'ils se délèguent sans réserve, et il faut qu'ils aient confiance dans le fait qu'on fera appel à eux à nouveau si jamais il y a besoin.
Donc le premier point, et ça c'est vraiment un point sur lequel on a beaucoup insisté dans le rapport, c'est la connaissance interpersonnelle des professionnels qui doit être préalable à ces coopérations. Et donc dans l'idéal, ces coopérations elles doivent se mettre en place dans le cadre d'un exercice coordonné. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a un sujet de qualité de la formation et on a beaucoup de travail de réingénierie des diplômes. Mon collègue Jean de Beaupuy travaille dessus sur les infirmiers spécialisés en ce moment pour que effectivement on ait une formation qui soit à la hauteur des compétences et des responsabilités qu'on donne aux professionnels. La mise en place de normes déontologiques aussi est importante. Et puis il y a un sujet de transparence. Alors on espère que mon espace santé va faire son œuvre rapidement et qui va permettre d'assurer, comme on l'espère, toute la communication nécessaire entre les professionnels, puisque c'est vraiment un sujet essentiel de pouvoir disposer de l'historique de ce qui s'est passé quand le patient est allé voir d'autres professionnels, et ça, quelles que soient les professions. Le deuxième grand domaine, c'est la question de la sécurité juridique et économique des professionnels. Et ça, c'est vraiment l'un des points forts des choses qu'on a pu observer dans le rapport. C'est beaucoup des dispositifs qui ont été conçus, souvent par précaution, ont mis en place des systèmes qui pouvaient facilement être réversibles. Sauf que quand on met en place trop de réversibilité et qu'on demande un gros effort aux professionnels qui s'investissent pour atteindre cette nouvelle forme d'exercice, eh bien, ça pose quelques problèmes d'attractivité, puisqu'on leur dit écoutez, faites 2 ans d'études et ensuite vous pourrez exercer, enfin, tant que vous trouverez des gens qui sont d'accord pour travailler avec vous, et après, sinon, on n'est pas sûr. Donc ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de difficultés. Et on se rend compte que si on veut que le dispositif marche, il faut qu'on mette davantage de sécurité que ça dans le système. Et puis le troisième point, et c'est peut-être l'un des plus importants aussi, c'est l'attractivité et l'acceptation. Donc s'assurer que le rapport, enfin que l'effort qu'on demande à chacun est important et suffisant, enfin est adapté à ce qu'on lui demande à l'après et à ce qu'il va pouvoir en retirer. Il faut qu'il y ait un gain de qualité de vie au travail pour tous. Il ne faut pas qu'il y ait de perdants dans l'affaire. Et ça, c'est vraiment un sujet essentiel. Donc, il faut bien prendre en compte les conséquences de ce qu'on est en train de faire sur la pratique de chacun. Si jamais le médecin met plus de temps à voir son patient quand il ne le voit qu'une fois par an, que quand il le voyait auparavant tous les 3 mois, peut-être qu'effectivement, il faut que ce médecin, on lui prévoit un type de consultation particulière pour ces patients-là. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis le dernier sujet, et je pense que c'est un sujet général dans notre offre de soins, c'est la question du temps de coordination. Plus on met en place de coopération, plus on a besoin de temps pour remplir le fameux Mon Espace Santé, pour se coordonner avec les autres. Et ça, tant qu'on ne rémunérera que le face-à-face patient, on aura quand même des difficultés à le faire fonctionner. Alors, je vais passer rapidement sur cette diapo parce que c'est vraiment de la prospective. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait essayer d'ouvrir un petit peu le débat. On a essayé de réfléchir aux choses en termes de flux de patients, puisque l'un des enjeux, c'était quand même la question de la démographie médicale. Et on s'est rendu compte que il y avait un problème d'accès aux soins, et qui dit problème d'accès aux soins dit problème de file active. Donc on a essayé d'imaginer ce flux initial de patients à traiter, qui est quand même assez important, et on a essayé d'imaginer comment pourraient se positionner les différents professionnels dans ce schéma pour soulager un petit peu les médecins en nombre réduit qu'on peut avoir. Puisque dans les années à venir, quand même, on a un consensus qui se dégage désormais pour dire qu'on a au moins 10 à 15 ans un peu difficiles à passer. Et au-delà de ça, on pense que ce type d'organisation peut aussi contribuer à avoir des effets très positifs sur le suivi des patients. Et donc, ça vaut la peine d'y réfléchir. Donc, vous avez en bleu la place des médecins dans le dispositif, qui reste évidemment centrale et qui ont une possibilité de contrôle à chaque étape d'orientation. Et puis vous avez en vert clair et foncé la place que pourraient avoir des professionnels paramédicaux. Et on a essayé de réfléchir avec une idée, puisqu'on était dans une logique de flux, de réfléchir en amont et aval. À quel moment ce paramédical peut intervenir en amont pour éviter à des patients qui n'ont en réalité pas forcément besoin de voir un médecin, d'aller voir ce médecin et de lui prendre du temps pour rien. À quel moment ils interviennent après pour assurer un suivi qui peut prendre du temps au médecin et qui ne nécessite pas forcément l'intervention du médecin. Et on a essayé de le positionner comme ça. Alors voilà, je vais pas vous le détailler, je pense que vous aurez possibilité d'accéder à la présentation, en tout cas ce schéma est dans le rapport, mais ça a essayé de donner des idées. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire qu'il faut en tout cas y réfléchir, et très clairement, d'autres pays européens et d'autres pays dans le monde, ils ont déjà réfléchi et sont déjà en train d'expérimenter ce type de choses.
Et puis, comme on est quand même à l'inspection générale des affaires sociales, on a quand même mené une analyse des risques sur ce sujet, puisque quand on avance, il faut toujours se poser la question des risques qu'on prend. Et donc, on a apporté une attention forte dans la 5e partie du rapport à regarder toutes les difficultés qui pouvaient se poser. Alors, je ne vais peut-être pas les énumérer dans le détail, parce qu'on a, voilà, je pense qu'en termes de temps, ce serait un peu difficile. Mais en tout cas, je vous inviterai à aller consulter le rapport. Nous avons il y a un certain nombre de choses, effectivement, qui inquiètent, qui posent question. Globalement, quand on a essayé d'investiguer un peu plus dans le détail, qu'on a essayé de voir le peu de littérature qui existe sur le sujet, on a été plutôt rassurés sur ce qui se passait à l'étranger quand on mettait en place ces coopérations. Et on a été plutôt rassurés sur ce qui se passait en France. Globalement, par exemple, les paramédicaux qui reçoivent des délégations ont plutôt tendance à revenir trop vers le médecin et à lui prendre du temps de coordination qu'à ne pas y revenir assez. Donc ça va plutôt dans le sens de la sécurité des soins pour le patient. Mais on voit aussi qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Et parmi les précautions, il y a la question de l'exercice coordonné. Il y a expérimenter sur des petits espaces au départ pour voir ce que ça donne. Et puis, il y a également garder les fondamentaux, c'est-à-dire la place du médecin traitant en coordination de l'ensemble du dispositif, et la place également de l'infirmier libéral en proximité des patients, qui nous semblent être deux points absolument essentiels. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'en effet, c'est un rapport très dense, celui que vous avez produit. Et je crois que les solutions, en tout cas les préconisations que vous faites, renvoient beaucoup au constat que vous avez bien développé. Je pense à la fois de difficulté de positionner les pratiques avancées et aussi sur les protocoles de coopération. Et donc, j'inviterai en effet l'ensemble d'entre vous à vous y reporter. À la lumière de ce que vous avez pu nous présenter, j'ai une question du coup pour le professeur Emmanuel Touzé, parce que finalement, les travaux que vous avez accomplis, vous et l'ensemble des participants de la conférence nationale, traiter d'un certain nombre de professions médicales en particulier. Et du coup, c'est la question de la reproductibilité. Finalement, vous l'avez un peu esquissé d'ailleurs dans votre propos liminaire, sur la démographie de personnels non médicaux. Et on voit dans la dernière intervention de l'IGAS que peut-être une des clés repose justement sur le bon positionnement de professionnels, je dirais, auxiliaires. Du coup, je veux savoir un peu ce que vous envisagez. En effet, pendant la réflexion qu'on a menée sur les professions médicales, on a tout de suite été confronté à cette question, mais en fait, les professionnels médicaux, ils fonctionnent dans un environnement avec d'autres, et comment on répartit les missions. Et comme je vous l'ai dit en introduction, ça a un impact aussi. La connaissance de la démographie des professionnels paramédicaux est importante. D'où la nécessité de travailler sur les professionnels paramédicaux. Et c'est notre prochaine mission à l'ONDPS pour les mois à venir, en sachant que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des bases qui sont moins solides en termes d'effectifs. On ne sait pas combien d'infirmières en exercice à 100 000 près aujourd'hui en France. Donc, on part déjà de choses beaucoup plus compliquées. Mais en fait, ce qui a été montré par Mme Sando-Gruber, c'est qu'il faut absolument maintenant à côté de l'exercice qu'on fait de projection profession par profession, il faut qu'on raisonne champ par champ. Si on veut produire de la ressource humaine qui répond à des besoins de santé, il faut qu'on identifie les grands besoins de santé et qu'on se dise qui fait quoi dans ces besoins-là. Et on peut sans doute délimiter des champs assez simples. Évidemment, on ne va pas aller dans le niveau trop détaillé, mais si on parle des soins primaires, on sait comment on peut imaginer comment s'organisent des médecins généralistes avec d'autres professionnels dans un territoire donné. Si on parle des soins critiques, on sait combien il faut de lits de soins critiques et donc combien la santé de la femme, la santé de l'enfant. Il y a tout un tas de sujets qui peuvent être traités de façon pluriprofessionnelle et avoir cette approche d'estimer les besoins de façon pluriprofessionnelle, donc de travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment un autre mode de pensée dans la prospective des besoins en ressources humaines. Ça veut dire que cette approche par filière aussi, ça permettrait éventuellement aussi de préciser au sein des corps, notamment de profession médicale, en termes de spécialistes, ce que ça peut vouloir dire aussi dans comprendre et poursuivre les travaux. Ça peut aller jusqu'au niveau de recours le plus précis aussi. Et du coup, dans la continuité aussi, si on se fixe, parce qu'on est sur un horizon, sur la formation, on sait qu'on a
3 ans pour former une infirmière, médecin plutôt 10, 11, 12. Donc on est sur un temps qui est un peu plus long. Et du coup, en préparant la conférence, j'ai vu peut-être une étude que vous avez pu voir aussi de la DARES sur les métiers en 2030, qui n'est pas uniquement sur notre secteur, mais qui sur notre secteur. Donc c'est une étude qui a été faite du coup par les services du ministère, mais voilà, au regard des besoins de la population, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur les professions et sur les besoins d'emploi. Et donc, c'est 400 000 emplois qui devraient être créés au regard des besoins nouveaux d'ici 2030 dans notre secteur, à la fois santé et médico-social. 18%, donc c'est plus de 100 000 infirmiers et sages-femmes. Alors c'est un regroupement de non-spécialistes, je dirais, parce qu'on ne ferait peut-être plus dans le monde de la santé ce type de regroupement. Mais donc, il existe dans d'autres pays. Hein. Il existe dans d'autres pays. Mais là, on ouvre un sujet qui, à mon avis, non, mais mais c'est vrai que parfois c'est compliqué de comparer des statistiques européennes parce qu'on ne parle pas des mêmes champs. Parce que dans certains pays, les sages-femmes ont une formation inférieure. Sur les aides-soignants, on est pareil, il y a une cohorte de 100 000, etc. Je ne vais pas toutes vous les faire. Et 50 000 personnels médicaux. Et du coup, c'est vrai que sur ces sujets, finalement, et je vous redresse peut-être la question, professeur Touzé, pour aller décrypter un peu les choses, mais on voit qu'il y a peut-être des conséquences à tirer en matière de cette projection, en matière de comment on forme les professionnels et quelles difficultés peut-être. Puis d'ailleurs, vous êtes doyen, je l'ai dit en introduction, donc voilà, cette question de vision de l'université, de comment on forme, quand on passe à de manière opérationnelle, les difficultés que ça peut poser. Il y a deux difficultés dans la formation. La première, c'est la durée de certaines formations qui font que lorsqu'on modifie quelque chose, l'impact il peut être dans très longtemps, alors que pour d'autres, ça peut être un impact immédiat. On peut former en effet des infirmières beaucoup plus rapidement. On peut former des EPA si un certain nombre d'infirmières s'engagent dans cette voie assez rapidement. En 2 ans, on peut former des IPA. Mais faut-il que la formation elle puisse se développer largement sur le territoire? On voit bien que ça a encore du mal à prendre et puis que ces infirmières en pratique avancée ont aussi du mal à trouver leur place dans le système parce qu'on n'a pas fait complètement la place. Et la deuxième difficulté pour la formation, et je pense qu'elle est plus importante, c'est l'anticipation. En fait, on est en permanence en train d'essayer de rattraper quelque chose qu'on aurait dû déjà mettre en place il y a 10 ans. En fait, il faudrait qu'on imagine, dans 10-15 ans, c'est quoi le système et modifier tout de suite la formation initiale. Là, on est juste en train de rattraper et de courir après. Là. C'est, je pense, la plus grosse difficulté pour les formations et ce qui implique absolument que les universités et l'ensemble des formations se coordonnent avec les acteurs du système de soins, les gens qui pensent le système de soins, pour qu'on vraiment réponde aux enjeux de demain. Je crois dire, Mme Sando-Gruberg, c'est aussi une question que vous vous étiez posée au moment du travail de votre mission. Bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, le professeur Touzé le disait, il faut 2 ans pour former une IPA, et c'est sans doute ce qui a pesé lourd dans le choix entre mettre en place cette espèce de profession intermédiaire. Alors, on va continuer à parler de pratique avancée, mais on a bien conscience qu'on est avec un échelon supplémentaire dans ce paysage. On a préféré mettre en place quelque chose qui tablait sur des compétences déjà acquises, de l'expérience déjà acquise, puisqu'il faut non seulement avoir le diplôme IPA, mais quelques années d'exercice en plus pour pouvoir accéder à ce statut-là, plutôt que d'aller recréer ex nihilo un nouveau cursus qui aurait recréé concrètement le diplôme des officiers de santé du 19e siècle. Outre la mauvaise presse qu'avaient ces officiers de santé, qu'on peut un peu relativiser quand on y réfléchit aujourd'hui, il y avait aussi ce sujet c'était aberrant d'aller recréer un cursus ex nihilo. C'est beaucoup plus difficile de recréer un cursus ex nihilo que de partir de compétences déjà existantes. Donc oui, on s'est bien sûr posé ces questions-là. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait le professeur Touzé tout à l'heure, il faut réfléchir par champ. Très clairement, sur les IPA, on a créé des mentions qui correspondaient aux domaines dans lesquels on sentait que ça allait être qu'il y avait le plus gros besoin. On a été impressionnés, quand on a fait le rapport, de la quantité de demandes qu'on a eues de la part de spécialités médicales de disposer d'IPA associés à leur spécialité. Parce qu'ils voient tout l'intérêt qu'il peut y avoir effectivement à réfléchir par champ. Pas forcément par spécialité, mais par champ, parce que c'est les mêmes patients et parce qu'en fait, c'est des équipes qui travaillent ensemble au quotidien. Non, tout à fait.
Tout à fait. C'est d'ailleurs sur les pratiques avancées ou sur les pratiques, les professions intermédiaires, c'est vrai qu'il y a eu un moment, une sorte d'inquiétude. Vous l'avez dit, c'est légitime aussi de se dire oulala, qu'est-ce qu'on va remettre dans le système, alors que on a déjà sur les pratiques avancées, je crois aujourd'hui c'est 1000 infirmières qui sont formées. Je crois que le dispositif il date de pratiquement 5 ans. Alors, le dispositif, les premières IPA sont sorties de un temps formation en d'allumage, 2020, voilà. donc quand même, effectivement, on est à un stade précoce. On a 1700 professionnels à la fin de l'année. Et d'ici 2027, on pensait être autour de 5700, 6000, s'il n'y a pas de nouvelles mentions créées. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même une vraie réactivité de l'université pour créer des mentions quand même, puisque la mention urgence créée l'été dernier est déjà en voie a déjà des étudiants en formation et il va en faire sortir quelques-uns très prochainement. Avec un équilibre à trouver quand même entre le nombre de spécialisations, parce qu'il ne faut pas recréer des silos dans la profession infirmière, parce qu'on a déjà des silos un peu quand même de spécialisation, mais il faut faire attention à ce que ça reste suffisamment omnipratique. C'est ce qu'on s'est un peu efforcé de borner dans la 5e partie du rapport. Donc on n'avait pas la possibilité d'étudier et dans notre commande, il était explicitement indiqué qu'on n'allait pas aller jusqu'à donner un avis sur la pertinence de telle ou telle nouvelle mention. Mais on a quand même dit qu'il fallait effectivement avoir une réflexion stratégique globale et pas simplement se contenter de répondre aux demandes qui arrivaient au fur et à mesure. Il faut avoir une vision globale par champ et créer ces mentions de façon anticipée. Et avec parfois un peu de confusion, je pense, dans les professionnels entre les infirmières spécialisées, qui finalement ont une sorte de délégation et c'est plus des protocoles de coopération, enfin, je vous m'arrêtez, et une autonomie qui est vraiment bien précisée, alors que on peut imaginer pratiques avancées en soins primaires, où là, le champ peut être un peu plus large. Ce qu'on a effectivement senti, alors je ne sais pas si c'est une orientation qui sera retenue au final, mais nous on a senti qu'il y avait quand même 2 axes d'évolution des professions paramédicales. Un axe qui est effectivement plus de l'ordre de la spécialisation, et puis un axe qui est plus de l'ordre du généraliste ou du soin primaire, avec clairement d'un côté un positionnement qui va plus être en complément du médecin après un premier diagnostic, après une analyse assez aboutie du médecin qui finalement délègue la suite du parcours dans un système qui est assez défini. Et puis de l'autre côté, des possibilités d'accès direct avec une orientation, mais simplement une orientation qui évidemment sera confirmée ensuite. Mais on voit bien qu'il y a 2... Pour nous, c'est pour ça qu'on a appelé ce rapport trajectoire. C'est quand même qu'il y a vraiment 2 trajectoires différentes qui se détachent petit à petit. Je vais proposer éventuellement à la salle s'il y a des interrogations. Oui. Alors on va prendre une série de questions. Ce sera plus simple pour pouvoir après apporter une réponse. Oui, donc Bernard Pavier, je suis au conseil d'administration de la FHF et également en établissement hospitalier dans la région de l'Ain. Je suis représentant des usagers et également président de la commission des usagers de cet établissement. Quand je vous écoute, j'ai l'impression de grimper dans des hauteurs vertigineuses et non plus collées au terrain. Il y a un problème de confiance déjà. On a eu au conseil d'administration de la FHF le président de l'ordre des médecins qui nous a dit textuellement qu'il n'avait pas été assez sévère dans la garantie des compétences de certains médecins étrangers et dans le niveau de compétences. Donc quand on dit on n'a pas été assez sévère, j'aimerais bien savoir ce que ça fait, ce que ça induit comme risque pour les patients. Il y a un problème de confiance. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, aujourd'hui, le patient, l'usager en milieu hospitalier, et je le dis souvent, s'il existe des hôpitaux, c'est parce qu'il y a des médecins qui soignent et que les patients vont vers ces médecins. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a des directeurs ou autres. Si on parle du problème de la confiance, et si vous ne prenez pas en compte le problème de la confiance des habitants de ce pays, qui, comme
tout à chacun peuvent devenir des usagers, vous n'arriverez pas à mettre en place. Vous parlez en effet d'analyse de risque sur des pratiques avancées ou des professions intermédiaires. Je regrette, moi, aujourd'hui, quand je vois des usagers en milieu hospitalier ou dans les comités territoriaux de santé, les CTS, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, moi, j'ai confiance en mon médecin. Et mon médecin, s'il m'envoie à tel et tel endroit, j'irai. Mais si mon médecin ne m'y envoie pas, j'irai toujours. Alors, si vous mettez en place des professions intermédiaires, éventuellement, en libéral ou en milieu hospitalier, ils iront d'abord chez le médecin. Et si, en milieu libéral, ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas accès à leur médecin, ils vont dépérir dans leur maladie, ils vont aggraver leurs conditions de maladie, et on va les retrouver où? Aux urgences, à l'hôpital. Donc, moi, j'aimerais que vous preniez en compte dans votre réflexion comment, au travers de tout ce que l'on est en train de mettre en place, même si vous tatillonnez, je comprends, parce qu'on n'a pas parlé d'évolution technique, technologique, l'évolution des pathologies et l'évolution des mentalités de la population sur la façon dont ils mangent, dont ils se soignent, etc., dans les besoins de santé, dans l'avenir, quand vous dites qu'on se projette dans 20 ou 30 ans. Et dans le milieu industriel, ça a été pareil. Pourquoi aujourd'hui, dans l'industrie française, on a des entreprises qui ont disparu? Parce qu'elles n'ont pas pris en compte l'évolution technique et technologique et ils n'ont pas assez investi en temps voulu dans ce domaine-là. Voilà, c'est une contribution, mais pas forcément une question, mais j'aimerais qu'on colle beaucoup plus au terrain. Je pense que ça avait été repéré, que c'était moins une question qu'une intervention, mais c'est important aussi de pouvoir s'exprimer lors de ces conférences. Bonjour, docteur Martineau, conseiller médical de la Fédération hospitalière de France. Alors, je voudrais faire deux remarques et une question. La première remarque, c'est sur les études en santé. C'est un cri d'alarme que je m'adresse à vous, professeur. Vous êtes membre de la conférence des doyens. Vous savez ce qui s'est passé l'année dernière avec la transformation du PACES en PASS et en LAS. On a vécu un véritable carnage. Donc, nous comptons énormément sur vous et sur votre capacité à expliquer aux jeunes, à leurs familles, ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, qui est tout à fait louable et qui est vraiment quelque chose qui, à mon avis, et de l'avis de beaucoup de personnes, est nécessaire. Mais il faut absolument accompagner ces étudiants, il faut absolument expliquer, il faut absolument communiquer, et il faut que les enfants comprennent qu'il y a une modification, mais que ce n'est pas une mission impossible, et qu'il y a une deuxième chance. L'année dernière, on a assisté à une fuite massive des enfants de la République à l'étranger pour essayer de faire médecine, parce que tout simplement, ils n'ont pas compris que s'ils n'étaient pas pris avec le numerus apertus, qui, entre parenthèses, reste un concours, un examen qui est validant et classant, reste un concours. Mais ce n'est pas le sujet. C'est qu'il faut qu'ils comprennent que s'ils ne peuvent pas redoubler, en passant par un autre système, ils ont une deuxième chance. Et donc, vraiment, je vous dis ça parce que vous allez dire, qu'est-ce qu'un conseiller médical me dit ça? Après tout, ce n'est pas son sujet. Si, parce qu'après, ces enfants vont exercer le métier pour lequel nous, on est passionnés. Et ça nous fait très mal au cœur et on est vraiment désespéré de voir, je suis désolé d'être aussi critique, mais de voir la façon dont cette réforme a été mise en place. Et on a assisté malheureusement à la plus mauvaise déclinaison possible de l'autonomie des universités, où beaucoup d'universités ont fait ce qu'elles ont eu envie de faire ou ce qu'elles ont pu faire par manque de moyens. Donc vraiment, je vous demande, c'est un cri du cœur, expliquez, et parce que vous avez un rôle très important. Et c'est grâce à vous que les choses se feront bien pour les générations et puis pour les promotions futures. La deuxième chose, c'est toujours dans les études médicales. Comment voyez-vous la mise en place de la réforme, par exemple, du deuxième cycle? Je sais que nous, moi je suis radiologue à Bayonne, je fais partie de la CME. On a été sollicité, et je trouve que c'est super intéressant, sur la participation finalement des CH à l'élaboration d'une réflexion et éventuellement d'une participation pour l'apprentissage en deuxième cycle
des études. Je sais qu'il n'y a pas que en Nouvelle-Aquitaine, il y a d'autres régions. Je trouve que c'est un super projet, très intéressant, bon, qui nécessite une formation pédagogique, etc. Et peut-être que ça va renforcer en plus le lien avec les universités. Et je pense que ça, c'est un axe vachement intéressant. Mais comment voyez-vous la possibilité finalement de le généraliser? Et puis, dernière chose concernant les professions paramédicales et les pratiques avancées. Enfin, moi qui fais de la territorialité, nous n'y arriverons pas si nous n'avons pas des collaborateurs qui font des pratiques avancées et qui nous aident dans la prise en charge d'un bassin de population pour éviter qu'il y ait des pertes de chance, des trous dans la raquette. C'est extrêmement important, c'est essentiel. Mais là aussi, comment voyez-vous la possibilité finalement de redonner des vocations? Parce que quand on regarde par rapport à Parcoursup et par rapport au cursus infirmier ou autre, enfin, moi je suis radiologue, je peux vous dire que le métier de manip, les jeunes ne le connaissent pas, ne savent pas ce que c'est. Donc il y a un problème de communication, probablement pédagogique, et puis il y a aussi un problème de motivation, c'est peut-être pas attractif, je ne sais pas. Donc voilà ces deux questions, en dehors du cri d'alarme et du petit coup de gueule, c'est la problématique du second cycle et la problématique de donner envie de faire des pratiques avancées. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question. On voit que c'est un débat passionnant et sur lequel peut-être d'ailleurs on a des positions parfois un peu passionnées, mais je crois que c'est aussi parce qu'on est sur des choses très structurelles. Bonjour, je suis le docteur Garagnon, présidente de CME à Saint-Brieuc. Je voulais avoir deux questions qui pourraient se rejoindre. Je pense que le travail que vous avez conduit pour faire de la prospective des besoins en médecins et en paramédicaux est extrêmement important. Après, je me demande s'il n'y a pas un problème du nombre de bases et qui est lié au fait que quand on s'inscrit au Conseil de l'Ordre en sortant nos études de médecine, on reste inscrit dans cette spécialité tout au long de notre parcours, quelle que soit l'évolution de la carrière. Or, on voit maintenant énormément de gens qui changent au cours de leur parcours, alors, notamment dans les hôpitaux. Moi, j'ai vu, il y a des gastro-entérologues qui deviennent médecins légistes, des réanimateurs qui deviennent médecins polyvalents, des urgentistes qui deviennent addictologues. Et que moi, je suis chirurgien pédiatre initialement et je suis médecin et maintenant présidente de CME et médecin coordonnateur de la gestion des risques. Et je fais de chirurgie pédiatrique une consultation. Et donc, toute cette évolution, elle n'est pas prise en compte parce qu'au Conseil de l'Ordre, on reste inscrit dans notre spécialité d'origine. Et je crois que ça change énormément la démographie et que ça n'a pas du tout été pris en compte dans l'état des lieux qui a été fait des gens qui sont en cours. Et donc, ce n'est pas non plus pris en compte dans la prospective. Et dans la prospective, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une adhésion très importante des territoires non CHU et que la prospective a été surtout faite par les coordonnateurs de desk et qui n'avaient pas forcément une connaissance très importante du nombre de spécialistes dans les territoires hors les villes universitaires. Et ça pose quand même des problèmes d'inadéquation entre le nombre de médecins en formation, je dirais en oncologie, actuellement ou en hématologie avec les besoins qu'on imagine pour demain, et pour aujourd'hui et pour demain. Donc, je vous remercie de... Juste peut-être, je vais répondre à cette question tout de suite parce que il ne faut pas confondre l'exercice qui a été fait pour la conférence nationale qui n'a pas du tout traité le sujet des spécialités. On était sur des choses très macroscopiques et on n'est pas allé au niveau des spécialités. Ce travail sur les spécialités que vous évoquez, on le fait plutôt de façon annuelle lors de la répartition des postes dans les différentes subdivisions en fonction des spécialités. Et les problématiques que vous soulevez par rapport aux inscriptions à l'ordre, enfin au diplôme qui est déclaré à l'ordre, on le connaît pour un certain nombre de spécialités, notamment un certain nombre de DESC qui... enfin, je vais laisser M. Nicodème répondre, mais c'est effectivement un problème. Mais je vais peut-être répondre à toutes les questions qui me concernent. Allez-y. Et je passe la parole ensuite. Oui, allez-y. Sur la réforme de l'accès aux études de santé, je partage le diagnostic des difficultés importantes de mise en œuvre, mais malgré tout avec une grande hétérogénéité sur les territoires. Il y a des territoires où ça s'est très mal passé, d'autres où ça s'est quand même plutôt bien passé. Au bout du compte, le nombre d'étudiants qui ont été admis en deuxième année est bien dans les objectifs attendus, puisque
on est à plus de 14% ou 15% pour la médecine. Et puis, en tout cas, on est dans les objectifs. On verra ce qui va se passer cette année avec le problématique que vous soulevez, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'étudiants qui soient sortis du système et qu'on ne les retrouve pas en deuxième année. Sur les stages en hôpital périphérique, enfin en hôpital non CHU, je dirais, c'est majeur. Je pense que c'est là où on a des marges d'accueil, de capacité d'accueil en formation. Les étudiants sont souvent très contents des stages réalisés dans les services qui sont formateurs parce que c'est beaucoup plus familial. Les médecins sont parfois plus disponibles, paradoxalement, que dans les CHU où tout va un peu vite. Ils sont en nombre plus restreint, donc voilà, ils sont chouchoutés. Donc c'est majeur. Mais il faut aussi qu'on donne des moyens universitaires à ces hôpitaux pour accompagner les étudiants. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des contrats aussi universitaires pour les personnels, les professionnels qui s'engagent dans la formation. Et on a un certain nombre de territoires qui créent des postes de professeurs ou de maîtres de conférences associés hors CHU. Le territoire universitaire de santé, de formation, c'est pas que le CHU, c'est tout le territoire. Et c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer la démographie, c'est en universitarisant les territoires. C'est-à-dire sur ce sujet, et je vous laisserai répondre peut-être après sur le contrôle, mais c'est une proposition que la conférence des doyens en effet a fait, je ne vais pas dire de longue date, mais qui a été expérimentée dans beaucoup de territoires et que la fédération aussi défend, parce que je pense que c'est vraiment... voilà. Depuis plus de 2 ans. Et donc je pense que c'est aussi une des clés de la manière dont on arrivera à reconstituer des maillages aussi territoriaux et des fortes coopérations. On a beaucoup discuté de coopération entre les métiers. On a aussi des coopérations au sein des territoires à poursuivre. Et c'est pluriprofessionnel parce que y a des instituts de formation, soit infirmiers, qui sont répartis sur l'ensemble des territoires. Demain, nous aurons des enseignants universitaires dans les formations paramédicales. Ils pourront être aussi sur ces territoires. Et donc, ça crée un écosystème universitaire en dehors du site principal du CHU. Professeur Nicodème, je sais pas si oui, je suis très, ce que vous venez de dire, ça me paraît être très bonne proposition à travailler. Ce n'est pas quelque chose que j'avais bien en tête et je vous en remercie. Pour en revenir à la question de notre confrère, le changement de spécialité existe. Je vous l'ai présenté tout à l'heure dans ce que je vous ai dit. Il y a 25 000 médecins qui ont changé de spécialité. C'est tout à fait possible de changer de spécialité au cours de la carrière. C'était possible par les commissions de qualification. Et maintenant, ça va être possible par le deuxième DES, qui est une avancée importante aussi, qui a été mise en place par la réforme du troisième cycle actuellement. Alors, là où il faut faire très attention, c'est que c'est vrai qu'il y a un carcan, mais il y a un carcan vis-à-vis de la population. Nous sommes une profession réglementée, c'est-à-dire qu'on ne peut exercer que dans le cadre de sa spécialité, parce qu'on a été formé pour ça, avec des études qui sont longues, et que l'on a été validé pour ça. Alors, quand vous êtes dans une spécialité, vous pouvez très bien faire une formation complémentaire, c'est ce que a dit M. Touzé, mais la formation complémentaire ne s'exerce que dans le cadre de sa spécialité. Je suis pneumologue, je fais une formation complémentaire en allergologie, je fais l'allergologie du poumon, je fais l'asthme et tout ça. Je suis dermatologue, j'ai fait la même formation d'allergologie, je fais l'eczéma ou l'allergie de la peau. Donc, je veux dire, l'omnivalence de diplôme a disparu. Pourquoi ? Mais pour des questions de responsabilité et de formation, parce que c'est trop vaste de tout connaître. Il y a des médecins qui ont 2 spécialités. Il y en a qui sont internistes et néphrologues, ou internistes, c'est souvent des internistes, et cardiologues. Ils ont les 2 spécialités, ils ont validé les 2. Eh bien, on leur dit, vous ne pouvez en pratiquer qu'une. On dit, mais pourquoi ça, puisque vous êtes compétent dans les 2 ? Mais non,
mais c'est que la compétence, c'est aussi, on vous a dit, le développement professionnel continu, la recertification, ce qui veut dire que les champs d'activité de nos spécialités sont déjà plus vastes que dans beaucoup d'autres pays et que on a jugé la profession, les universitaires ont pensé que pour se tenir au courant, il ne fallait pas avoir un champ d'activité beaucoup trop vaste. Alors c'est sûr que dans le lot, il y en a qui ont des capacités peut-être à se former pour tout, mais déjà que c'est compliqué, on ne peut continuer à se former que dans sa spécialité. Par contre, si vous avez les deux spécialités, vous allez au Conseil de l'ordre, vous dites « moi je veux changer de spécialité, j'ai le diplôme pour l'autre ». Du jour au lendemain, on vous prend, à condition que vous n'ayez pas eu plus de 3 ans d'interruption d'activité dans la première spécialité, parce que là, on vous dit, monsieur ou madame, vous êtes en insuffisance professionnelle, parce que il est prévu, et c'est un arrêté du Conseil d'État, que lorsqu'on a arrêté son activité pendant plus de 3 ans complètement, on doit être évalué pour reprendre ce qui est normal vis-à-vis de la population. Donc, je veux dire, actuellement, il y a de très gros progrès qui ont été faits dans ce niveau du profil de carrière pour que les personnes puissent modifier leur activité. Des médecins, moi je connais, vous êtes chirurgien, une de nos collègues, consoeur, professeur, qui était neurochirurgien et qui maintenant est médecin légiste. Mais très bien, elle a fait tout ce qu'il fallait pour être en sa fin de carrière, être médecin légiste, et elle s'est fait inscrire en médecin légiste, et elle est médecin légiste. Je veux dire, quand on en a la volonté, par contre, il ne faut pas hésiter à revenir à la faculté, repasser des diplômes, repasser devant des évaluateurs. Voilà. La médecine est une profession réglementée. Tant que j'ai le micro, je voudrais dire quelque chose là, tout à l'heure à propos de votre rapport des professeurs. Si on revient à un problème plus médical pour les IPA, et en particulier vis-à-vis de la médecine générale, parce que j'étais coordonnateur du DES à Toulouse sur les deux UFR. Si vous voulez, pour la médecine générale, quand on regarde les problèmes de responsabilité, mis à part les problèmes déontologiques, les gens qui ont des problèmes parce que les patients ne sont pas contents, on ne s'est pas bien occupé d'eux, ça c'est extrêmement fréquent. Et pas mal de problèmes au niveau d'urgence. La majorité des mises en cause au plan médical des médecins généralistes, c'est le retard de prise en charge et le retard de diagnostic. Donc, c'est ça. Pour les autres spécialités, c'est la prise en charge de la pathologie. Vous allez voir le cardiologue, lui, quand on le met en cause, on lui reproche de ne pas avoir bien pris en compte votre pathologie. Mais pour la médecine générale, c'est pas ça. C'est le retard. Voilà. Et ça, je crois que dans vos travaux, ce serait bien, je ne sais pas, vous n'en avez pas parlé, mais je donne Elle pourra conclure. Je donne une piste, c'est-à-dire regardons pour la médecine générale cette dimension. Et c'est vrai que si l'IPA, comme c'est prévu, puisque maintenant il y a quand même un problème d'accès aux soins, reçoit d'abord le patient, il faut savoir que cette notion va immédiatement impacter cette nouvelle prise en charge, et que la relation, la coopération avec le médecin, de savoir comment vous articulez tout ça sera important. Voilà, c'est une réflexion. Ce qui traite en partie de la question de la confiance qui a été soulevée aussi par une première intervention. Je vous laisse du coup conclure et on terminera sur cette dernière intervention. Bon, c'est une lourde tâche de conclure, je vais essayer d'être claire. Sur ce sujet de la confiance, vous avez bien senti que c'était quand même effectivement le maître mot de ce rapport. Et d'ailleurs, je pense que c'est le sujet sur lequel on était tous d'accord quand on a échangé avec le président de l'Ordre des médecins et le président de l'Ordre des infirmiers. On était tous d'accord sur le fait que tout ça ne pouvait fonctionner que s'il y avait de la confiance entre les professionnels. On a écouté les professionnels qui s'étaient déjà impliqués dans ces coopérations et quasiment à l'unanimité, ils étaient très positifs sur ce qui se passait. Très positifs. On a eu des prises de position quand même assez impressionnantes lors de la discussion du PLFSS 2022
de la part des médecins impliqués dans l'exercice coordonné et des étudiants en médecine et des étudiants infirmiers sur ce sujet de la confiance, qui nous disaient « Nous, on est prêts à y aller, on sait que ça peut marcher et on y va ». Donc on voit qu'il y a quand même une partie des professionnels qui sont très allants sur ces sujets-là. Donc je crois que le sujet de la confiance, c'est un sujet d'évolution des mentalités, mais je ne crois pas que quand les gens se connaissent, ils aient tendance à être méfiants les uns des autres et qu'ils aient tendance à considérer que les autres font mal leur travail. Après, il y a le sujet de la confiance des patients, et vous l'avez évoqué aussi. Alors l'une de nos particularités à l'IGAS, c'est qu'on écoute beaucoup. Quand on fait 80 auditions pour des missions, on passe beaucoup de temps à écouter les gens et on a écouté les patients. Et je vais vous donner quelques témoignages que nous ont donnés les patients. Les patients, ils nous disent, du fait de la désertification des médecins traitants ou de spécialistes, des problèmes de transport, il est important que l'on puisse donner certaines compétences aux infirmiers. Parce qu'eux, ils voient bien effectivement que quand il n'y a pas de médecin accessible, s'il y a un infirmier qui n'est pas loin, ça peut être bien quand même que l'infirmier puisse faire des choses. Ils disent aussi, je pense que les renouvellements d'ordonnances par les médecins sont souvent une perte de temps et inutilement coûteux pour la sécurité sociale. En plus, ils ont tendance à avoir une vision de contribuable. Vous voyez. Et puis, troisième point qui nous est remonté, les infirmières sont au contact des malades et connaissent leurs patients bien souvent. Elles peuvent orienter les médecins sur les soins les plus appropriés. Alors, ça veut dire que les patients, ils ont quand même confiance dans ces professionnels qui s'occupent d'eux au quotidien. Et qu'ils ont bien conscience, ils regardent la télévision, ils voient bien quel est le manque de médecins qui arrive demain. Et entre rien du tout accessible et des professionnels qui sont formés 5 ans avec un exercice qui est quand même bordés, qui sont en lien permanent avec le médecin traitant, parce qu'il ne s'agit pas de les laisser en autonomie tout seuls dans la nature. On parle bien d'équipes coordonnées, de professionnels qui travaillent en équipe. Mais les patients, évidemment qu'ils adhèrent. Et puis, ce sujet de l'exercice coordonné, moi, je pense qu'il est effectivement complètement central. Demain, on va travailler ensemble. On travaille déjà aujourd'hui ensemble. Voilà. Et il s'agit simplement de donner davantage de conformité au cadre réglementaire avec ce qu'ont envie de faire en réalité les professionnels. Il y a un sujet, vous avez parlé de l'engorgement des urgences. L'engorgement des urgences, c'est aussi un sujet de temps d'accès aux médecins. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Si on arrive à soulager un peu la file active que je vous montrais tout à l'heure, un peu en amont, on aura un accès plus facilité aux médecins. Aujourd'hui, l'emploi du temps des médecins généralistes, il est essentiellement consacré aux soins programmés. Et les soins programmés, ce sont aussi beaucoup de visites recommandées par la HAS, qui sont des visites de renouvellement d'ordonnance, de suivi du patient. Ben, si on arrive à décharger un petit peu ça, si on arrive à décharger un petit peu les demandes qui ne sont pas nécessaires, le parent qui s'inquiète pour son enfant parce qu'il a de la fièvre, mais en réalité, c'est vraiment pas quelque chose de grave. Et ben, à un moment donné, on arrive quand même de nouveau à avoir des médecins qui sont accessibles pour des soins aigus. Et on n'a plus forcément besoin d'aller aux urgences. Et puis, il y a aussi des solutions qui peuvent exister, qui sont des solutions de préorientation par le service d'accès aux soins, qui est en train d'être expérimenté dans un certain nombre de régions, où les gens, où on pourra avoir un médecin qui consulte au téléphone et qui dit si c'est plutôt pertinent d'aller voir le médecin traitant directement ou un infirmier en pratique avancée ou un autre professionnel. Il y a quand même tout un tas de solutions qui peuvent exister et qui rendent les choses quand même beaucoup plus sécurisées et beaucoup plus faciles. Alors, je terminerai peut-être sur la question de l'attractivité, puisqu'on nous a également interpellés là-dessus. Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, ces professions paramédicales, elles ont beaucoup souffert. On en a suffisamment parlé ces derniers temps. Je crois qu'elles ont besoin d'être reconnues, de voir leurs compétences valorisées. Et je pense que des dispositifs comme la pratique avancée, comme les protocoles de coopération, c'est en mesure de les valoriser. Alors effectivement, vous avez évoqué les inscriptions qui chutent dans les instituts de soins infirmiers. On a quand même aussi des inscriptions qui augmentent dans les filières professionnelles du soin et du social. Et je crois qu'il faut aussi voir ça. Je pense que si jamais on donne vraiment des perspectives, si on montre que ces métiers, ce sont aussi des métiers enviables, et ce ne sont pas que des métiers de déconsidération, eh bien, on va avoir beaucoup plus de jeunes qui vont avoir envie d'y aller. Donc, moi, je crois qu'effectivement, on a commencé par la démographie. On va peut-être terminer sur l'attractivité pour les professionnels. Et je pense que c'est vraiment les deux sujets de ces partages de coopération. Vous avez repris le micro, vous vouliez dire quelque chose ? Moi, je suis hospitalier. On est en toute confiance quand on travaille avec les professionnels paramédicaux. Et les patients, ils sont aussi en toute confiance avec les infirmières. Quand c'est elles qui passent le plus les voir, finalement. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en extra-hospitalier.
Et puis sinon, je partage complètement, si on veut que les professionnels restent dans le métier, il faut leur donner des perspectives d'évolution, de carrière, d'acquisition de nouvelles compétences, de spécialisation. Ça, c'est majeur. Donner du sens, de la lisibilité, je crois que c'était un des enjeux de cette conférence. On voit qu'on crée des routes possibles, je crois, pour transformer notre système de santé. C'est aussi l'un des enjeux de ces conférences qu'on organise à la Fédération hospitalière de France chaque année à Santexpo. Et je crois que cette conférence sera riche également d'enseignements et on pourra y repenser dans les prochains jours. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation et vos questions. Et merci à vous trois pour vos éclairages.